Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur l'approche processus. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer quel est le but de l'approche processus et les outils pour sa mise en place. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme, que ce soit dans les 8 principes de la qualité, ou bien dans l'introduction de la norme ISO 9001. L'approche processus est aujourd'hui encore assimilée à du licenciement. Cette idée est apparue dans les années 80 lors de la mise en œuvre de la qualité dans les grandes entreprises. La première utilité de cette approche était de sauver les entreprises en difficulté financière sans créer de gros investissements. à ce moment-là, l'ensemble de l'organisation de l'entreprise est repensé de façon drastique. On parla alors du Business Process Reengineering. La première conséquence était le licenciement. Mais aujourd'hui, cette méthode a été repensée pour aboutir à la Process Approach, en français, l'approche processus. Mais avant de commencer, nous allons déjà redéfinir le processus. Un processus est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui va transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Cet enchaînement d'activités va donner lieu à une valeur ajoutée. Attention, il ne faut pas confondre processus et procédé. Un procédé est une méthode, et en est donc relative à une activité. En entreprise, les différents niveaux hiérarchiques sont représentés sous la forme d'un organigramme. Nous sommes dans des équipes selon notre métier, notre spécialité, et les responsables managent les équipes par des indicateurs de performance métier. Ces indicateurs sont difficiles à relier avec la performance globale fixée par la direction. Mettre en place une approche processus, c'est changer de vision sur l'organisation. Nous allons désormais étudier l'organisation par une lecture transversale, en décloisonnant les services et en décrivant l'organisme par processus. C'est donc voir l'entreprise dans son ensemble, avançant dans la même direction avec comme point de départ le besoin client, et comme objectif sa satisfaction. Si on devait définir l'approche processus, ce serait le management systématique des processus et de leurs interactions, de manière à obtenir les résultats prévus conformément à la politique de l'organisme. Cela veut-il pourtant dire que nous n'avons plus besoin des responsables hiérarchiques? Au contraire, ces deux approches doivent être complémentaires. Elle est même préconisée par l'approche processus. Nous devons avoir une approche par métier, en hiérarchie, et une approche transversale, par processus. Pour mettre en place une approche processus, il faut décloisonner les services. Les acteurs d'un processus peuvent venir de différents services, il faut faciliter les échanges et favoriser la communication. Il faut comprendre qui fait quoi, qui a besoin de quoi, dans quel but, et si le client est satisfait. Toutes les organisations peuvent appliquer l'approche processus, quelle que soit la taille de l'organisation, quelle que soit son activité. On analysera alors les dysfonctionnements du processus, puis on appliquera les actions d'amélioration. Ces actions vont permettre d'améliorer vos produits et services fournis aux clients, la qualité liée à l'environnement. Elle améliorera le fonctionnement de votre entreprise en anticipant, communiquant, responsabilisant. Un des plus gros impacts et celui qui est recherché est la hausse de la satisfaction client. Et, en optimisant vos processus, vous arriverez à une baisse des coûts et une baisse des délais. Par nature, nous sommes réticents au changement de mode de management. La communication est donc un facteur essentiel à la mise en place de l'approche processus. Vous devez dynamiser la démarche qualité, mobiliser le personnel et leurs compétences et éviter les réticences. Pour réussir votre communication, utilisez un argumentaire portant sur les objectifs, les méthodes, etc. Pour qu'elle fonctionne, elle doit être rassurante,
honnête et convaincante. Pour cela, il faut qu'elle soit factuelle, en ayant des exemples de fonctionnement au quotidien. Communiquer lorsque les travaux qualité sont en préparation, en avancement ou lorsqu'ils sont finis. Cela permettra à l'ensemble du personnel de s'exprimer et de participer à la démarche. Il faut créer une culture client. La relation client-fournisseur interne induit le déploiement d'une culture client dans l'entreprise. On pourrait schématiser l'organisation comme un ensemble d'intervenants et d'activités. Ceux-ci ne sont pas toujours en contact avec le client final. Afin d'éviter de tomber dans le management par les procédés, qui est un management centré sur les métiers isolés, un peu comme dans une bulle, il faut que chaque collaborateur prenne conscience qu'il est fournisseur du client final. Si nous devions schématiser simplement l'activité de l'entreprise, ce serait une suite linéaire d'activités avec les exigences du client en données d'entrée et sa satisfaction en données de sortie. Quand les intervenants remplissent bien leur mission en interne, cela garantit la satisfaction des clients finaux. Maintenant, choisissez un personnage violet dans l'image. C'est bon? Vous avez sélectionné le vôtre? Bien. Maintenant, regardez tous les personnages bleus et violets qui sont sur sa gauche. Ce sont ce qu'on appelle ses fournisseurs internes. Ils vont lui fournir les données, les éléments pour exécuter son activité. Maintenant, regardez tous les personnages bleus et violets qui sont sur sa droite. Ce sont ses clients internes. Ils ont besoin de ces éléments ou de ces données pour réaliser leurs activités. L'entreprise est une chaîne de relations clients-fournisseurs internes, dont la performance est impactée directement par la fiabilité du maillon le plus faible. La réussite de cette démarche va donc nécessiter que chaque collaborateur s'engage à mettre tout en œuvre pour garantir la conformité de leurs travaux, le faire dans les délais convenus, clarifier ses propres exigences vis-à-vis de ses fournisseurs internes et externes. De quoi ai-je besoin, dans quel délai, par quelle méthode? S'engager si besoin dans les plans de progrès en collaboration avec ses clients internes et externes. Et enfin, accepter que la performance liée à son activité soit liée directement à la satisfaction client. Mettre en place une culture client dans votre entreprise vous offrira une responsabilisation du personnel, une augmentation de la satisfaction client, un décloisonnement des services et participera à l'amélioration continue. La première étape est d'identifier ces processus. Pour permettre cette identification, il est important d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise et de son contexte. Pour être sûr qu'il s'agit bien d'un processus, posez-vous 2 questions. Est-il mesurable? A-t-il une valeur, un indicateur? Et est-il stable et reproductible? Il existe différents niveaux de représentation des processus. Ce niveau de représentation vont varier en fonction de la taille de l'entreprise. Il existe les sous-processus, les macro-processus et des activités. On recherchera ensuite toutes les informations qui vont être relatives à ce processus. Quelle est sa finalité, son but? Déterminer l'enchaînement des activités permettant de le réaliser. Quelles sont les fonctions les plus à même à le réaliser? Définir qui fait quoi, qui a besoin de quoi, dans quelles conditions et à quel moment. Et déterminer les fournisseurs de données d'entrée et les utilisateurs de données de sortie. Une fois les processus identifiés, nous allons les regrouper par famille. Il existe 3 typologies de processus. Les processus dits de réalisation, ce sont toutes les activités qu'une entreprise doit mettre en œuvre pour transformer la demande de ses clients en produits ou services dans les buts de les satisfaire. On peut citer comme exemple un processus de production, de conception ou de développement. Les processus dits de management ou de pilotage, ce
ce sont toutes les activités permettant d'établir et de déployer les lignes directrices de l'entreprise, c'est-à-dire la définition de la stratégie comprenant la finalité de l'entreprise. Et enfin, les processus dits de support ou de soutien. Ce sont les activités qui contribuent au bon déroulement des autres processus. Ensuite, on les hiérarchise. La priorisation des processus permet de marquer l'importance de certains processus, dits processus clés ou vitaux. Ce sont des processus qui appartiennent à l'une des catégories précédentes, réalisation, support ou pilotage, mais dont la maîtrise est vitale pour l'organisme. Un processus clé est soit stratégique, c'est-à-dire qu'il contribue de manière significative à l'atteinte d'un ou de plusieurs objectifs stratégiques de l'entreprise, ou critique, c'est-à-dire qu'il comporte des risques importants évalués par rapport à des critères définis par la direction. Ce sont ces processus-là que l'on va devoir le plus surveiller. Enfin, on analyse ou détermine les indicateurs du processus. Il va falloir comprendre sa finalité, pourquoi a-t-il été créé, dans quel but, que doit-on démontrer. Son caractère opérationnel, comment fait-on, a-t-on les moyens, combien cela nous coûte-t-il. La précision que l'on souhaite donner à cet indicateur, sa fréquence de contrôle et son type. Il existe deux types d'indicateurs qualité. L'indicateur d'activité, qui permet de déterminer si économiquement, financièrement, l'activité fonctionne bien ou non, et l'indicateur de performance. Cet indicateur va permettre le pilotage des processus via l'atteinte des objectifs. Puis, on les décrit. Cela peut se faire par une fiche descriptive des processus. En tant que documentation, elle sert à visualiser et à centraliser les différents éléments indispensables au processus. Vous devez y inscrire des informations telles que l'intitulé du processus, la finalité du processus, qui correspond à quelle est sa valeur ajoutée, les données d'entrée et de sortie du processus et de ses activités. Vous pouvez le faire sous forme de logigramme en suivant le déroulement chronologique des activités. Il existe d'autres outils pour décrire un processus. Vous pouvez utiliser par exemple le diagramme d'Ishikawa. Inscrivez le nom de votre processus dans le triangle, puis inscrire les données dans les 5 différentes catégories. Le milieu, c'est-à-dire ce qui est relatif à l'environnement, les locaux par exemple. La méthode, la main-d'œuvre, les moyens, par exemple les machines ou les logiciels utilisés, et la matière. Ce sont les éléments ou données dont vous avez besoin pour assurer le bon déroulement du processus. Vous pouvez également ajouter un ou deux M supplémentaires. Un M pour management, un M pour mesure. Cela dépendra de votre processus. Vous pouvez également décrire le processus avec la tortue de Crosby. Le processus représente le corps de la tortue. Les données d'entrée et de sortie représentent sa tête et sa queue. Les 4 catégories représentent ses pattes. Il y a les acteurs, les moyens, la méthode, le pilotage et les indicateurs associés au processus. Une fois les processus décrits, nous allons les mettre en interaction. La norme exige la représentation des processus et de leur interaction, mais n'impose pas de formalisme. Nous vous proposons la cartographie des processus. C'est une étape préalable qui est fortement conseillée, non seulement pour faciliter les opérations de rationalisation, mais aussi pour mieux cibler la démarche de progrès. Pour établir une cartographie, il faut connaître ses processus, ses interfaces, c'est-à-dire les zones de contact avec les autres processus, et son client. Nous mettons en élément d'entrée et de sortie le client. Car rappelons-le, le but de l'approche processus est d'accroître la satisfaction du client. Elle est donc la ligne directrice de notre activité. Les processus de réalisation sont inscrits de gauche à droite, de façon à ce que l'on débute sur les besoins et exigences du client jusqu'à sa satisfaction. Les processus dits de management ou de pilotage sont inscrits en haut de la cartographie.
Il chapeaute l'ensemble. Les processus dits de support sont inscrits en bas de la cartographie. Ils supportent l'activité. Vous pouvez inscrire dans un processus ses sous-processus. Cependant, le risque de cette expertise est d'emprisonner le système dans un modèle ou de le décomposer à outrance et de perdre l'objectif initial de la démarche au profit d'un objectif de modélisation. On identifie pour modéliser, non pas pour détecter. Enfin, on inscrit les interfaces. C'est là où se passent les interactions. Une interaction est définie dans un processus comme un échange de données, de produits et de moyens. Il est essentiel de mettre les processus en interaction. Parce qu'un système est un ensemble d'éléments en interaction, dynamiques et organisés en fonction d'un but précis, les interfaces sont utiles à connaître car elles assurent la continuité des processus, une certaine fluidité. Elles ont le privilège de rendre l'approche processus plus concrète, car leur inventaire représente ce qui se fait au quotidien dans l'entreprise et ses activités dont elles rendent compte d'une certaine manière. L'intérêt de la cartographie des processus est de permettre une meilleure compréhension du fonctionnement par le personnel, de faciliter le pilotage global de l'organisme, de mettre en évidence la finalité des activités et l'implication nécessaire de tous, de faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs et d'éviter les documents explicatifs. Attention, tous les outils et documentations que nous vous avons décrits peuvent évoluer. Veillez bien à remettre à jour régulièrement ces documents. Il existe différentes responsabilités dans l'entreprise. Le rôle de la direction est d'élaborer la politique qualité afin de donner la ligne directrice de l'entreprise. Il a un rôle de pilotage au niveau budgétaire et financier et il doit également assurer de la bonne communication en interne. Si vous possédez un service qualité, les éléments suivants seront à sa charge. Si ce n'est pas le cas, déterminer quel responsable aura la charge de ces actions, qui sont définir des méthodes et des outils qualité, de contrôler et auditer les processus et les activités, de maîtriser les données et de s'assurer de leur véracité ainsi que de leur sauvegarde. Le pilote du processus va être responsable du processus. Il est nommé. Les missions d'un pilote de processus sont de vérifier le fonctionnement du processus et de la bonne utilisation des ressources, par exemple en suivant les indicateurs, de s'assurer de l'atteinte des objectifs qualité. Il est garant de la communication dans le processus. Il doit s'assurer que tous les acteurs ont le même niveau d'information. Il a une responsabilité dite de coordination. Il doit coordonner l'activité grâce à des consignes de travail en traitant les dysfonctionnements. Il propose des actions d'amélioration. Il décide de la solution pour corriger les dysfonctionnements rencontrés et s'assure de la mise en œuvre des actions décidées et vérifie leur efficacité. Il anime les revues de direction et de processus en communiquant sur les résultats de ces indicateurs et veille à l'intégration des évolutions de l'environnement. Le pilote de processus doit disposer de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Ce rôle est donc souvent confié à des membres de la direction, comme à des chefs de service ou des responsables. Il existe deux axes de pilotage dans cette démarche. Le pilotage opérationnel, c'est-à-dire suivre les indicateurs et leurs résultats ainsi que traiter les dysfonctionnements, et le pilotage stratégique, c'est-à-dire réorienter les processus selon l'évolution du contexte, de l'environnement ou des attentes des clients. Enfin, chaque acteur de l'organisme doit bénéficier d'une responsabilité individuelle. Ils doivent s'apercevoir que leur comportement, leurs compétences doivent être appropriées aux situations. Le terme anglo-saxon pour désigner cette responsabilité individuelle est l'empowerment, c'est-à-dire la participation de tous à l'amélioration de son activité et à sa motivation.
Pour améliorer le processus, il faut trouver quelles modifications sont à réaliser pour augmenter son efficacité et son efficience. Les analyses des processus doivent aboutir à une recherche de causes des dysfonctionnements. La recherche des dysfonctionnements est accentuée sur les activités dites critiques. Pour déterminer les dysfonctionnements, vous pouvez vous appuyer sur les résultats des indicateurs, un brainstorming pour identifier les dysfonctionnements ressentis par le personnel, ou bien encore des audits de processus. Cette collecte d'informations peut être complétée par les retours réclamations clients, le constat de non-qualité. D'autres facteurs sont à prendre en compte dans cette analyse. Il faut examiner le mode de pilotage du processus, ses modalités de travail mises en œuvre, consignes, procédures, son organisation, son niveau de communication et l'implication du personnel et de la direction. De manière générale, vous observerez que les dysfonctionnements sont regroupés aux interfaces, c'est-à-dire lorsqu'il y a une interaction. Il existe différents types de dysfonctionnements. Les dysfonctionnements d'animation, c'est-à-dire les éléments concernant le pilotage et la planification. Les dysfonctionnements d'organisation, c'est-à-dire les éléments tels que les procédures, les ressources humaines, le matériel. Il existe également différentes natures de dysfonctionnement. Le dysfonctionnement d'une activité, le dysfonctionnement à une interface, les dysfonctionnements sur une portion précise du processus, les dysfonctionnements sur une zone indéterminée du processus. Le dysfonctionnement à une activité. Pour analyser ce dysfonctionnement, utilisez la méthode QQO-QCCP. En identifiant quel est le dysfonctionnement, qui est impacté, sur quelle tâche ou milieu, à quel moment, comment, combien de fois et pourquoi. Vous pouvez combiner cette méthode avec la méthode des 5 pourquoi, en vous posant la question à chaque fois « Pourquoi a-t-on eu ce problème ?» pour déterminer les causes racines. Le dysfonctionnement a une interface. Utilisez la méthode de la relation client-fournisseur interne. Il va falloir comprendre les besoins et les exigences des clients internes. Le meilleur moyen pour y arriver est de demander aux acteurs du processus de répondre à ces questions. Identifier son activité et ses clients internes et externes. Je fournis quoi à qui? Dans quelles conditions? Et sur quel élément ces clients internes ou externes vont juger la qualité de leur travail? Qu'attendent les clients de moi? Quels sont leurs besoins? Les dysfonctionnements sur une portion ou une zone indéterminée du processus. Pour cela, utilisez la méthode de l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur. Déterminer toutes les fonctions relatives à l'activité du produit sous forme d'un diagramme en pieuvre. Cela permettra de définir les liens, c'est-à-dire les fonctions de service entre le système et son environnement. Ce diagramme permet de recenser la plupart des fonctions du système. Ensuite, il faut déterminer les caractéristiques et les critères applicables à cette fonction. Puis, déterminer sa flexibilité. Ce critère peut-il être modifiable? A-t-il un rôle essentiel dans la réalisation de l'activité? Vous comprendrez ainsi quelles sont les fonctions qui ne sont pas assurées dans votre processus. Une fois les dysfonctionnements identifiés, il va falloir les hiérarchiser, par exemple sous forme d'un diagramme de Pareto, comprendre les causes, par exemple sous la forme d'un diagramme d'Ishikawa, mettre des indicateurs adaptés pour suivre le dysfonctionnement et évaluer leurs risques. L'évaluation des risques se fait via la méthode AMDEC, analyse des modes de défaillance et l'évaluation de leur criticité. Pour évaluer les risques, il faut évaluer la criticité.
Les étapes d'évaluation de la criticité des risques dans les différents processus sont: identifier les risques généraux au processus, identifier pour chaque activité du processus les risques qui sont liés. Il va falloir attribuer une note sur la fréquence, c'est-à-dire combien de fois cela apparaît-il, sa gravité et sa détectabilité. Le voit-on ou ne le voit-on pas? Ensuite, multipliez ces 3 chiffres. Cela vous donnera le résultat de la criticité. Une fois le dysfonctionnement identifié et analysé, 2 types d'actions sont possibles. Rebâtir le processus, cela consiste à reprendre le processus existant pour agir sur certains de ses facteurs. Le reconcevoir, cela se base sur les niveaux de performance visés et les moyens ou ressources disponibles pour concevoir un tout nouveau processus, avec de nouvelles façons et des enchaînements non encore pratiqués. Pour améliorer votre processus, vous allez devoir rechercher des solutions. Pour rechercher les solutions qui sont applicables, vous pouvez utiliser la technique du benchmarking, c'est-à-dire la recherche et l'analyse comparative des entreprises concurrentes ayant une activité sensiblement identique. Vous pouvez utiliser la technique du brainstorming, ou dit remue-ménage. Cette méthode vise à apporter des solutions à un problème donné grâce à un regroupement d'idées de résolution de problèmes donné par un groupe de travail. Vous pouvez utiliser toute autre méthode de résolution de problèmes que vous jugerez adaptée à votre contexte. L'amélioration des processus est induite à la suite de la surveillance des processus. Cette surveillance est possible grâce à la définition de critères pertinents comme le caractère stratégique du processus en prenant en compte des enjeux et des risques à court, moyen et long terme, la satisfaction du client, le niveau de qualité, les encours clients, la satisfaction finale du client, l'intérêt économique et financier en prenant en compte les divers coûts engendrés par une perte d'image pour l'entreprise, reconquête des clients, la démotivation du personnel, etc. Il existe différents outils d'amélioration du processus. Vous pouvez utiliser la méthode des 6 sigma. C'est une méthode de résolution de problèmes structurés permettant d'augmenter la capacité des processus en réduisant leur variabilité et leurs défauts. La méthode des 5 S. C'est une méthode en 5 points. Éliminer, ranger, nettoyer, standardiser et respecter. Cela engendre des processus plus efficaces et plus sûrs. L'ESP, l'Event Stream Processing. Elle permet de traiter les tâches d'un flux de traitement de données événements. Le but est d'identifier les tâches significatives au sein de ce flux en utilisant des techniques telles que la détection des relations entre plusieurs événements, leur corrélation et d'autres aspects tels que leur causalité. Le RCFI, Relation client-fournisseur interne, qui permet de traiter efficacement les problèmes d'interface et de contribuer au décloisonnement des fonctions unités en comprenant les besoins des clients, en transmettant les exigences des clients et de l'organisme à ses fournisseurs. Il existe d'autres outils tels que la méthode Lean, qui consiste à la recherche de performance par l'élimination du gaspillage, la MSP, maîtrise statistique des processus, et bien d'autres encore. Il est primordial de mesurer l'efficacité de la solution qui sera appliquée. Si les résultats sont convaincants, il faut valider ces changements. Enfin, communiquer sur ces évolutions dans l'organisme et à vos partenaires externes. Le risque est que les parties intéressées ne suivent pas votre évolution. Il faut évaluer la maturité du processus pour pouvoir le manager, c'est-à-dire étudier son fonctionnement et l'évaluer. Cela doit intégrer le cycle PDCA ou roue de Deming. Plus le cycle PDCA sera intégré dans le fonctionnement de processus, plus le degré de maturité du processus sera haut.
Il existe deux modèles différents qui fixent le niveau de maturité. Programme SPICE. Il détient 6 niveaux de maturité. Niveau 0, rien n'est réalisé. Niveau 1, réaliser des pratiques pour atteindre les objectifs des processus. Niveau 2, planifier et suivre des processus et maîtriser les processus et leurs résultats. Niveau 3, adapter un processus standard au projet et gérer les ressources. Niveau 4, mesurer et prévoir les résultats. Niveau 5, optimiser les processus selon la stratégie du marché. Et le programme Capability Maturity Model. Il détient 5 niveaux de maturité. Niveau 1, aucun contrôle n'est réalisé. Niveau 2, le processus est reproductible. Niveau 3, le processus est défini. Niveau 4, le contrôle du processus. Et enfin, niveau 5, l'optimisation du processus. Enfin, il faut rendre compte de l'état des processus en revue de direction et de processus. La revue de direction a pour but de permettre l'adéquation entre le système de qualité et la stratégie de l'entreprise. Ainsi, déterminer les axes d'amélioration. La revue de processus doit assurer la coordination des différents intervenants au sein même d'un processus et de vérifier la conformité du produit. Ainsi, on met en place un plan d'action pour prendre des décisions efficaces. Les revues permettent de surveiller les mesures du processus et ses actions d'amélioration en cours, de contrôler l'adéquation et de mettre en place des objectifs, et de suivre la stratégie de l'entreprise. Ces revues doivent être à l'origine du PDCA ou roue de Deming. Plan, la planification, définition des méthodes et des objectifs. Do, faire, la répartition des tâches et la mise en œuvre de l'amélioration. Check, pour la vérification et la validation des solutions et de sa mise en œuvre qui ont été envisagées. Act, pour réagir et ajuster les paramètres de la prochaine action. Mettre en œuvre une approche processus, c'est rechercher les moyens d'améliorer son organisation. Décloisonnement des services et implication du personnel sont les mots d'ordre de l'approche processus. En termes d'organisation, l'organisme sera plus ouvert en prenant en compte les besoins clients, des meilleures connaissances de la concurrence et du marché. Il sera plus flexible et réactif face au marché et aux dysfonctionnements. Il y aura une utilisation optimale des ressources, ainsi qu'une réduction des durées de cycle de production et une réduction des coûts. En termes de management, les avantages sont une implication et motivation du personnel, un travail en équipe, une responsabilisation individuelle à tous les niveaux. L'ensemble des acteurs ont une meilleure perception de la valeur ajoutée qu'ils apportent aux clients et au fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, le client est au cœur du système du fonctionnement de l'entreprise. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. C'était l'approche processus, présentée par Bergig Lorali, Labé Lorraine, Yaya Iman, Kerfou Abderrazek, Mathéi Giral et Barbier Etienne.